Aujourd'hui, tu vas voir les plus grands dieux de l'histoire du cinéma. Ce n'est pas un classement de goût personnel, ni une liste des plus célèbres. Ici, il n'y a que ceux qui ont tout changé. Les réalisateurs derrière certaines des meilleures œuvres jamais filmées, aux filmographies impossibles, qui ont fait ce que personne n'avait fait avant et ont porté le cinéma à son point le plus haut. Des fondations du cinéma classique à l'auteur moderne. Voici les 10 noms sans lesquels le cinéma ne se comprend pas. Yasujiro Ozu est l'un des réalisateurs les plus purs et les plus radicaux de l'histoire du cinéma. Non pas par excès, mais par réduction. Là où d'autres cherchèrent le mouvement, le spectacle ou le drame, Ozu a fait l'inverse. L'immobilité, le silence et le temps. Sa caméra basse, presque au ras du sol, le fameux tatami shot, a aboli les hiérarchies visuelles et placé le spectateur au cœur de l'espace intime de la famille japonaise. Il a brisé les règles classiques du montage, ignoré l'axe, évité les climax, et rejeter le conflit explicite. Son cinéma ne force pas l'émotion, il la laisse exister. Ozu a compris comme peu de cinéastes que le cinéma pouvait capter quelque chose d'invisible. Le passage du temps, la distance entre parents et enfants, et la tristesse sereine de l'inévitable. C'est un minimalisme porté à la perfection spirituelle. Ozu a signé plusieurs films essentiels pour comprendre son univers humain et familial. Printemps tardif est l'une des histoires les plus délicates jamais filmées sur le sacrifice silencieux. Et Crépuscule à Tokyo révèle son versant le plus sombre et mélancolique au sein de la modernité japonaise. Mais son plus grand film, l'un des meilleurs de l'histoire du cinéma, c'est Voyage à Tokyo. Voyage à Tokyo n'est pas seulement le chef-d'œuvre d'Ozu, c'est l'un des films les plus profonds jamais réalisés. Sans grand rebondissement ni artifice, il montre quelque chose d'universel et de dévastateur. La manière dont le temps sépare les familles sans qu'il y ait besoin de conflit. Chaque plan respire l'humanité. Chaque silence pèse plus que n'importe quel dialogue. Ozu transforme le quotidien en transcendance et le simple en éternité. Il ne juge pas, ne dramatise pas, ne force pas les larmes. Il observe. Et dans cette observation, il atteint une vérité rare au cinéma, l'acceptation sereine de la vie telle qu'elle est. Voilà pourquoi Voyage à Tokyo ne vieillit pas. Il accompagne, il élève. Si Ozu a filmé le passage du temps, John Ford a filmé la naissance d'un mythe. Il n'a pas seulement été un grand réalisateur, il a construit l'imaginaire du cinéma américain. Là où d'autres voyaient des histoires, Ford voyait le mythe, la communauté et la mémoire. Sa caméra a donné forme à l'Ouest, non pas comme spectacle, mais comme espace moral, un lieu où se forge une nation et où se perdent ses contradictions. Il a dominé le plan large comme personne, utilisant le paysage pour définir les personnages, et a compris le cinéma comme un récit collectif plutôt qu'individuel. Ses films parlent d'honneur, de sacrifice, d'appartenance et de perte, avec une épique sobre qui n'a jamais besoin d'être soulignée. Ford a filmé l'histoire, non pas à travers des héros parfaits, mais à travers des hommes brisés, des frontières incertaines et des décisions impossibles. Sans John Ford, le cinéma classique américain, et une grande partie du cinéma moderne, n'existerait pas. Il a signé des films essentiels du classique. L'homme tranquille montre son versant le plus humain et romantique, tandis que L'homme qui tua Liberty Valance déconstruit le mythe du héros pour révéler une vérité amère. Les nations se construisent aussi sur des légendes nécessaires. Par là, Ford ne s'est pas contenté de questionner le mythe. Il a mis fin, pour toujours, au western classique. Mais son chef-d'œuvre, souvent considéré comme le plus grand western de l'histoire, c'est La prisonnière du désert. La prisonnière du désert est l'un des plus grands films jamais réalisés. Il n'a pas seulement transformé le western, il a élevé l'épopée cinématographique. Ford fait du paysage un destin et du héros une figure tragique, marquée par la haine, l'obsession et l'exclusion. Chaque plan respire la grandeur visuelle et la complexité morale. Le voyage n'est pas seulement physique, il est intérieur. Une lutte entre civilisation et barbarie, amour et violence, appartenance et solitude. Son dernier plan est l'un des plus puissants de l'histoire du cinéma, refermant le mythe sur une image éternelle. La prisonnière du désert ne glorifie pas le passé,
elle l'interroge. Et c'est pour cela qu'elle reste immortelle. Orson Welles est le créateur de tout le cinéma moderne. À seulement 25 ans, il a pulvérisé les règles du langage cinématographique et a obligé Hollywood à repenser la manière dont on pouvait raconter une histoire en images. Welles a introduit une nouvelle façon de regarder. Une profondeur de champ extrême, des cadrages en contre-plongée, des mouvements de caméra impossibles et une narration fragmentée qui rompt avec la linéarité classique. Mais sa grandeur n'a pas été seulement technique. Welles a compris le cinéma comme pouvoir, comme mémoire et comme mensonge construit. Ses films questionnent le récit officiel, démolissent le héros et révèlent la fragilité du mythe. Peu de réalisateurs ont été aussi précoces, aussi radicaux et aussi influents. Dès son premier film, le cinéma n'a plus jamais été le même. Au-delà de son œuvre sommet, Welles a laissé des titres fondamentaux. La soif du mal est une leçon absolue de mise en scène et d'ambiguïté morale, tandis que La Dame de Shanghai anticipe le cinéma moderne par son atmosphère étrange. Sa rupture du film noir classique est l'un des dénouements les plus iconiques jamais filmés. Mais à 25 ans, Orson Welles a fait le film le plus révolutionnaire de toute l'histoire. Citizen Kane est, pour beaucoup, le meilleur film de tous les temps. En une seule œuvre, Welles a introduit et popularisé des dizaines de ressources visuelles qui font aujourd'hui partie du langage de base du cinéma. Une profondeur de champ extrême dans presque tous les plans, des contre-plongées inédites à Hollywood, des plafonds visibles, des mouvements de caméra complexes et une mise en scène où plusieurs actions coexistent dans le même plan. Kane a réinventé la narration en racontant une vie à travers des points de vue multiples, prouvant que la vérité est toujours fragmentaire. Il ne dresse pas le portrait d'un homme puissant, mais d'un vide impossible à combler. Plus de 80 ans après, le film reste moderne, parce qu'il a créé un nouveau vocabulaire visuel. Citizen Kane n'a pas clos une époque, il a inauguré le cinéma moderne. Francis Ford Coppola a porté le cinéma à une échelle qui semblait impossible. En à peine une décennie, il a réalisé 4 films qui figurent presque toujours dans un top 20 historique. Le Parrain 1 et 2, Conversation secrète et Apocalypse Now. Il a démontré que le cinéma pouvait être à la fois art, spectacle, tragédie classique et réflexion politique. Coppola a compris le cinéma comme un opéra moderne. Des histoires intimes filmées avec une ambition démesurée. Sa caméra ne cherche pas la virtuosité vide, mais le poids moral de chaque décision. Il parle de pouvoir, de famille, de corruption et d'héritage, toujours à travers des personnages pris entre l'amour et la condamnation. Peu de réalisateurs ont autant risqué, et si peu ont atteint de tels sommets. Coppola n'a pas seulement fait de grands films, il a prouvé que le cinéma pouvait aspirer à la grandeur totale, sans renoncer à l'émotion, ni à la complexité. Ses pics créatifs sont si hauts qu'il le place inévitablement parmi les plus grands de l'histoire. Et si sa carrière avait été un peu moins irrégulière, il aurait atteint le podium. Coppola a réalisé Apocalypse Now, le meilleur film de guerre de tous les temps, et Conversation secrète, une œuvre monumentale. Mais s'il est dans ce top, c'est parce qu'il a fait ce que beaucoup considèrent comme les 2 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Le Parrain et le Parrain, deuxième partie, forme le plus grand diptyque narratif de l'histoire du cinéma. Coppola a élevé le film de gangster au rang de tragédie shakespearienne, transformant une histoire criminelle en réflexion universelle sur le pouvoir, la famille et la perte de l'âme. Chaque plan respire la solennité, chaque silence pèse plus que la violence elle-même. L'évolution de Michael Corleone est l'un des arcs dramatiques les plus complexes jamais construits. Rarement une suite ne se contente d'égaler. Elle approfondit et grandit l'œuvre originale. Ensemble, ces 2 films représentent l'un des plus hauts sommets que le cinéma ait atteint, le moment où l'art humain a frôlé la perfection. Alors que le cinéma était obsédé par le fait de raconter des histoires, Bergman a décidé de montrer l'âme. Aucun autre réalisateur n'a exploré avec une telle profondeur la foi, la culpabilité, la peur, le désir et le silence de Dieu. Bergman a compris le cinéma comme un miroir implacable, capable de dépouiller l'être humain jusqu'à l'essentiel. Son usage du gros plan est l'un des plus influents de l'histoire. Des visages filmés comme des paysages intérieurs, où chaque regard et chaque silence révèlent une vérité inconfortable. Son cinéma est austère, intense et profondément spirituel, même quand il tente de nier Dieu. Bergman a fait du cinéma un espace de confession,
où la parole, le geste et le silence pèsent plus que n'importe quel artifice. Grâce à lui, le cinéma a prouvé qu'il pouvait penser, douter et souffrir avec la même profondeur que la littérature ou le théâtre. Persona est son œuvre la plus radicale, la plus perturbante et peut-être la plus influente. Cris et chuchotements atteignent une intensité émotionnelle presque insoutenable, utilisant la couleur et le silence pour filmer la douleur et la mort comme peu de cinéastes y sont parvenus. Mais son œuvre la plus ambitieuse, celle où tout son cinéma converge, est aussi l'une des plus injustement méconnues. Avec plus de 5 heures, Fanny et Alexandre est l'œuvre la plus complète et la plus lumineuse d'Ingmar Bergman. Si une grande partie de son cinéma s'est enfoncée dans l'obscurité de l'âme, ici il filme la mémoire, l'enfance et le pouvoir guérisseur de l'imagination. C'est un film sur l'art comme refuge, sur la famille comme blessure et comme foyer, et sur la vie comprise comme un mélange de douleur et de beauté. Bergman unit l'intime et le spirituel dans une mise en scène riche, chaleureuse et profondément humaine. Chaque scène respire la vérité, la tendresse et la gravité. Fanny et Alexandre, c'est Bergman qui a déjà traversé l'enfer et, pour la première fois, s'autorise à regarder vers le paradis. Possiblement le réalisateur le plus important de toute l'histoire, Akira Kurosawa a rendu universel le langage du cinéma. Il a pris la tradition japonaise et l'a reliée à Shakespeare, Dostoïevski et au western américain, créant un cinéma compréhensible pour n'importe quelle culture et n'importe quelle époque. Kurosawa concevait la mise en scène comme de l'action pure, mouvement, rythme, climat, corps dans l'espace. Son usage du montage, des longs plans interrompus par des explosions d'énergie et des éléments naturels, la pluie, le vent, la poussière, a donné au cinéma une force physique inédite. Mais sa grandeur n'est pas seulement formelle. Kurosawa a filmé la dignité, la défaite, le sacrifice et la compassion avec une clarté morale extraordinaire. Ses personnages luttent, tombent et se relèvent, non comme des symboles, mais comme des êtres humains entiers. Grâce à lui, le cinéma a prouvé qu'il pouvait être épique sans perdre son humanité. Kurosawa a filmé des chefs-d'œuvre dans presque tous les genres. Vivre est l'un des films les plus bouleversants jamais réalisés sur le sens de la vie et de la mort, tandis que Entre le ciel et l'enfer est un thriller moral impeccable, moderne et tendu, qui demeure une leçon absolue de mise en scène et de narration. Mais s'il y a un film par lequel Kurosawa a changé l'histoire, c'est Les 7 Samouraïs. Les 7 Samouraïs est l'un des films les plus influents de l'histoire du cinéma. Il n'a pas seulement défini l'épopée moderne, il en a créé la structure de base. Le cinéma d'action, d'aventure et d'équipe naît ici. Kurosawa a inventé un modèle narratif repris pendant des décennies. La réunion du groupe, la préparation, le sacrifice et la bataille finale. Mais sa grandeur va bien au-delà de l'influence. Chaque personnage a une identité, chaque scène a un rythme, chaque combat a un sens dramatique. L'action n'est jamais gratuite. Elle parle toujours d'honneur, de communauté et de perte. Plus de 70 ans après, le film reste vibrant, excitant et profondément humain. Les 7 Samouraïs ne vieillit pas parce qu'il n'appartient pas à une époque. Il appartient au cinéma lui-même. Paul Thomas Anderson est le réalisateur que beaucoup n'acceptent pas à cette place, précisément parce qu'il la mérite déjà. C'est le grand auteur du siècle, celui qui a prouvé que le cinéma moderne pouvait être aussi ambitieux, radical et profond que celui de n'importe quel âge d'or. Paul Thomas Anderson ne filme pas pour plaire ni pour rassurer. Il filme les obsessions, le pouvoir, la foi, le vide et la domination émotionnelle. Son cinéma est hypnotique, physique et mental, construit sur des plans longs, des silences inconfortables et des personnages qui se dévorent d'eux-mêmes. Influencé par Kubrick et Scorsese, il a absorbé le meilleur des grands pour le couronner d'une voix propre, reconnaissable et indéniable. Que sa présence ici soit polémique n'est pas une erreur de ce classement. C'est la preuve que l'histoire du cinéma ne s'est pas arrêtée au XXe siècle. The Master est l'un des films les plus perturbants et complexes du cinéma moderne, avec une mise en scène au niveau du meilleur Kubrick. One Battle After Another confirme Anderson comme un réalisateur capable de passer d'un genre à l'autre sans perdre son identité d'auteur. Mais son œuvre-monde n'est pas seulement l'un des grands films du siècle. C'est l'un des 10 meilleurs films de l'histoire du cinéma. I'm finished.
There Will Be Blood est l'une des œuvres les plus extrêmes jamais filmées sur le pouvoir. Anderson y construit une tragédie shakespearienne à la hauteur des grands classiques, en filmant l'avidité d'un capitalisme sans frein. Daniel Plainview n'est pas un méchant. Il est la conséquence d'avoir vendu son âme au diable, l'un des personnages les plus terrifiants et complexes de l'histoire du cinéma. Chaque plan suinte la menace, chaque silence est une violence contenue. La mise en scène, la musique de Johnny Greenwood et l'interprétation de Daniel Day-Lewis fusionnent en une expérience brutale et hypnotique. Il n'y a ni rédemption, ni consolation. There Will Be Blood ne cherche pas à plaire, ni à être discuté. Il s'impose. Et c'est pour cela, qu'on le veuille ou non, qu'il appartient déjà au canon. Martin Scorsese a défini tout le cinéma moderne à partir des années 70. Aucun autre réalisateur n'a filmé avec autant de vérité la violence, la culpabilité, la foi et l'autodestruction humaine. Son cinéma est une énergie pure, caméra en mouvement, montage féroce, musique comme battement, mais jamais gratuite. Chaque excès porte un poids moral. Scorsese ne glorifie ni le crime ni la violence. Il les expose jusqu'à en révéler le vide, laissant le spectateur tirer ses propres conclusions. Ces personnages cherchent le pouvoir, le respect ou la rédemption, et ne trouvent que la solitude. Criminels, boxeurs, chauffeurs de taxi, hommes brisés qui confondent identité et domination. Scorsese filme de l'intérieur, avec une urgence vitale, parce que ce conflit est aussi le sien. C'est pour cela que son cinéma ne vieillit pas, et ne s'épuise pas. Il ne parle pas d'une époque, il parle d'une condition humaine permanente. Dans les années 70, Scorsese a bouleversé le monde entier avec Taxi Driver, l'un des portraits les plus perturbants jamais filmés de la solitude, de la violence urbaine et de l'aliénation. Et Les Affranchis, son film le plus aimé, a redéfini à jamais le cinéma criminel, imposant un style, un rythme et une énergie qui ont marqué des générations entières de cinéastes. Mais son œuvre la plus radicale, personnelle et transcendante est Raging Bull. Raging Bull est le film le plus honnête et le plus dévastateur de Martin Scorsese. Ce n'est pas un biopic sportif, c'est une confession filmée, une purge qui ne rachète jamais. Jake LaMotta est un homme incapable d'aimer, de se maîtriser ou d'échapper à lui-même. Le noir et blanc transforme chaque combat en acte de châtiment, où le corps reçoit la violence que l'âme ne sait pas traiter. Scorsese filme le ring comme une prison, et la vie hors de celui-ci comme un vide encore plus cruel. Il n'y a ni épopée, ni rédemption, seulement la constatation de l'échec moral. Rarement le cinéma a regardé l'autodestruction humaine d'aussi près, sans détourner les yeux, sans juger. Raging Bull n'est pas seulement le sommet de Scorsese, c'est l'un des films les plus radicaux et les plus vrais jamais réalisés. Alfred Hitchcock a transformé le cinéma en un système de contrôle émotionnel. Aucun autre cinéaste n'a compris avec autant de précision comment manipuler le temps, l'espace et l'attention du spectateur. Hitchcock ne racontait pas des histoires, il concevait des expériences. Il a inventé et perfectionné le suspense moderne, prouvant que le cinéma ne consiste pas en ce qui est montré, mais en ce que le spectateur sait, attend et redoute. Sa maîtrise du cadre, du montage et du point de vue a redéfini à jamais la construction d'une scène. Chaque plan chez Hitchcock a une fonction exacte. Rien n'est décoratif. Il contrôlait le spectateur comme un chef d'orchestre, anticipant chaque réaction émotionnelle. Grâce à lui, le cinéma a appris à penser visuellement. Sans Hitchcock, le thriller, l'horreur psychologique et une grande partie du cinéma moderne n'existeraient tout simplement pas. Fenêtre sur cour est une leçon parfaite de mise en scène et de point de vue. Un exercice magistral sur regarder et être regardé qui demeure moderne aujourd'hui. Psychose a brisé toutes les règles du cinéma commercial, en tuant la protagoniste au milieu du film et en installant la terreur dans la vie quotidienne. Mais l'œuvre-monde de Hitchcock, celle qui fut pendant des décennies considérée comme le meilleur film de l'histoire, c'est Vertigo. Vertigo n'est pas seulement le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, c'est l'un des films les plus complexes et les plus perturbants jamais réalisés. Sous l'apparence d'un thriller, c'est une exploration radicale du désir, de l'obsession et de l'identité.
Hitchcock utilise la couleur, la musique, le mouvement de caméra et la répétition visuelle pour plonger le spectateur dans l'esprit d'un homme qui tente de reconstruire un idéal impossible. Ici, le suspense cesse d'être extérieur et devient psychologique. Chaque décision formelle est au service de l'état mental du protagoniste. Il n'y a pas de mystère à résoudre, mais une obsession qui s'approfondit. Des décennies plus tard, Vertigo continue de grandir parce qu'il a anticipé le cinéma moderne, subjectif, inconfortable et profondément troublant. Ce n'est pas un film qu'on regarde, c'est un film qu'on éprouve. Voilà pourquoi il occupe aujourd'hui une place indiscutable parmi les sommets absolus du cinéma. Rester hors du top 10 ne signifie pas être moindre. Des réalisateurs comme Billy Wilder, maître absolu du scénario et de l'ironie, ou Andrei Tarkovsky, cinéaste spirituel qui a transformé le temps en expérience, sont des piliers du cinéma moderne. Wim Wenders a conduit le cinéma vers le territoire de l'âme et de l'identité, tandis que Sergio Leone a réinventé le western et le cinéma populaire avec un langage visuel inimitable. Federico Fellini, quant à lui, a fait du cinéma une mémoire, un rêve et une autobiographie. Tous ont frôlé ce classement et sont essentiels pour comprendre l'histoire du cinéma. Et maintenant, passons au réalisateur qui est, de très loin, le meilleur de toute l'histoire du cinéma. Stanley Kubrick n'a pas seulement été le meilleur réalisateur de l'histoire du cinéma, il est celui qui a poussé le médium à sa limite absolue. Aucun autre cinéaste n'a dominé avec une telle précision tous les éléments du cinéma, images, montage, son, musique, rythme et sens. Kubrick ne suivait pas les genres, il les absorbait, les détruisait et les réinventait. Son obsession du contrôle total a fait de chaque film une œuvre fermée, exacte, inépuisable. Il a filmé la violence, le pouvoir, la guerre, le sexe, la folie et la condition humaine avec une froideur chirurgicale qui dérange encore aujourd'hui. Chaque plan est pensé, chaque décision est définitive. Kubrick ne filmait pas pour émouvoir à court terme, il filmait pour que ses films continuent de grandir pendant des décennies. C'est pour cela qu'aucun ne vieillit. Parce qu'ils n'appartiennent pas à une époque. Ils appartiennent au cinéma dans sa forme la plus pure. Kubrick a signé des chefs-d'œuvre dans absolument tous les genres. Les Sentiers de la Gloire est l'un des films antimilitaristes les plus écrasants jamais réalisés. Il a fait le meilleur film d'horreur de l'histoire avec Shining, tandis que Full Metal Jacket a montré la guerre comme une machine parfaite de déshumanisation. Barry Lyndon est l'un des films les plus beaux et les plus parfaits jamais tournés. Et Orange Mécanique reste l'une des œuvres les plus inconfortables et provocatrices du cinéma. Aucun autre réalisateur ne peut dire cela sans exagérer. Mais au-delà de tous ces grands films, il a réalisé le film le plus parfait et le plus grandiose de tous les temps. « 2001 ». L'Odyssée de l'espace n'est pas seulement le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, c'est le meilleur film de l'histoire du cinéma. Il ne raconte pas une histoire conventionnelle, il propose une expérience totale. Kubrick a transformé le cinéma en quelque chose de proche de la musique et de la philosophie, en utilisant le montage, le silence et l'image pour réfléchir à l'origine, à l'évolution et au destin de l'humanité. Son objectif était de montrer l'être humain face au divin et à l'éternel, et il y est parvenu. Chaque plan est iconique, chaque séquence est éternelle. Jamais avant, ni après, le cinéma n'a atteint un tel niveau d'ambition, de précision et de profondeur. 2001 n'explique pas, il révèle. Il ne vieillit pas, il devient plus grand avec le temps. C'est le point où le cinéma a cessé d'être seulement du divertissement pour devenir l'art absolu, le moment où l'être humain a regardé l'infini, et où le cinéma a été à la hauteur. Si le cinéma est l'art du XXe siècle, Stanley Kubrick en est le dieu créateur ultime. Après une longue inactivité, je reviens. Pas pour suivre les tendances, mais pour reparler du cinéma comme il mérite d'être parlé. Avec rigueur, avec âme et sans concession. Si cette vidéo t'a rappelé pourquoi le cinéma compte, abonne-toi et commente. Parce que ici, on n'est pas là pour tuer le temps. On est là pour comprendre pourquoi le cinéma a changé le monde.
et pourquoi il peut encore le faire.